Qui a dit qu'il y avait un chemin tout tracé? Pas toujours évident quand on est jeune de trouver sa place et de savoir ce qu'on veut faire dans sa vie. Surtout quand on se sent différent ou qu'on a malgré soi un parcours atypique. Pas de panique, tu es loin d'être seul dans ce cas-là. Ici, on donne le micro aux pré-ados, ados et jeunes adultes qui, comme toi, sortent des sentiers battus. Enfile ton casque, laisse-toi inspirer et découvre ta voix avec le podcast Cap toi-même. A tout de suite. Hello Pauline, comment tu vas? Ça va et toi? Super, merci. Est-ce que tu serais d'accord de te présenter en quelques lignes ce que tu fais aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Pauline. Donc aujourd'hui, j'ai 22 ans. Je suis designer de formation et puis à côté de ça, j'ai une association qui s'appelle Passiflora, qui est une association, centrée sur la phobie scolaire où, je crée du contenu, actuellement sur les réseaux sociaux, là-dessus et bon, bah, bien évidemment, cette idée est venue de mon expérience, personnelle comme je pense, beaucoup de projets de ce style. Puisque j'ai été atteinte de phobie scolaire, à mon entrée en seconde et du coup, je me suis servie de cette expérience pour pouvoir, me guérir moi dans un sens et en même temps accompagner, les autres. OK, trop bien. Je trouve ça intéressant parce que tu as utilisé le mot «j'ai été atteinte, de phobie scolaire», un petit peu comme si c'était, une souffrance, une maladie et cetera. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais, moi je le vis vraiment, comme si ça avait été une maladie, tu vois? Qui avait, porté atteinte à ma santé mentale. Donc vraiment, c'était une maladie qui m'handicapait dans mon quotidien, puisque je n'étais plus du tout capable de faire les choses qu'une jeune fille de 15 ans aurait dû être capable de faire. Tu as des exemples? Faire les courses. Tu vois, sortir faire les courses, pour moi, c'était devenu plus possible. En fait, ça débordait pas que sur l'école. Enfin, c'était pas centré, tu vois, que sur l'école. Au début, oui, puis après, en fait, petit à petit, ça a débordé. Donc j'étais plus capable non plus d'aller à l'école, le la grande clé, du coup, de la phobie scolaire, mais alors qu'à 15 ans, normalement, c'est quelque chose qui est censé être naturel, quelque chose. On se pose pas forcément la question, on y va naturellement, c'est devenu une habitude et puis aussi d'un point de vue social, j'avais plus les mêmes capacités qu'une jeune fille de 15 ans. J'étais plus capable de sortir voir mes amis sans être très anxieuse. Ça me freinait vraiment dans ma vie quotidienne et dans mon épanouissement, d'adolescente et puis, dans la construction aussi de la jeune adulte que j'allais devenir à l'époque. Mmh. OK. Alors justement, est-ce que tu serais d'accord de nous partager un petit peu les étapes qui se sont passées, qui sont déroulées de la phobie scolaire? Les premiers signes, comment ça s'est installé? Ouais, alors moi, du coup, les premiers signes se sont manifestés très jeune puisque, dès mon entrée en maternelle, j'ai commencé à avoir des gros symptômes d'anxiété. Donc, ça prenait la forme de je me réveillais la nuit, les veilles de jour d'école. Je me réveillais, je réveillais mes parents. J'ai très vite fait mes nuits quand j'étais bébé, mais à partir du moment où j'ai été à l'école, j'ai arrêté de dormir la nuit. Je les réveillais en permanence. J'étais obnubilée par le fait de savoir ce qu'on allait manger le lendemain à la cantine et je les réveillais pour leur demander ce qu'on allait manger le lendemain à la cantine et si mes parents ne me répondaient pas que c'était des frites le lendemain, j'arrivais pas à me rendormir et ça allait parfois jusqu'à des vomissements la nuit, tellement que j'avais peur d'y aller. Ça a commencé dès l'entrée en maternelle. Je suis la 4e, enfant de mes parents, donc ils se sont doutés qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Dès dès 5 ans, ils m'ont emmenée voir une pédopsychiatre qui, elle, n'a pas vu de problème particulier. Pour elle, elle s'est dit: «C'est qu'un caprice, il y a pas à creuser». Bah, mes parents lui faisant confiance, ils ont pas creusé plus que ça. Primaire, ça s'est un peu calmé, j'avais toujours cette boule au ventre, mais pour moi, c'était normal. Donc tu avais une boule au ventre, mais c'était quoi exactement que tu ressentais? C'était une gêne, j'avais la nausée, c'était une boule d'anxiété, en fait, que je ressentais et je la ressentais en me réveillant et elle partait une fois que j'étais assise à ma place. Tu vois, elle restait là pendant tout le trajet de l'école. Tu sais, au début, quand on arrive à l'école, on reste un peu dans la cour. Bah, là, elle était là aussi, elle disparaissait, au moment où je m'asseyais, à ma place et elle revenait pas, tu vois, quand on retournait dans la récré ou quoi, elle revenait pas. C'était juste le matin.
C'est hyper intéressant. En fait, je trouve ça passionnant de voir, je me dis, enfin, qu'est-ce qui se joue, tu vois, à ce moment-là, tu te l'es expliqué toi un petit peu? Qu'est-ce qui faisait que c'était juste cette période? Parce qu'on aurait pu croire, se dire: «Bah tiens, être à sa place, ça rassure, c'est une zone de sécurité», puis après dès que tu es avec les autres élèves, enfin moi je me rappelle, c'était le monstre flip aussi quoi, les autres élèves et tout, l'interaction sociale. Mais là, toi, c'est quand même différent. C'est hyper intéressant, je trouve. Après, je me dis: «Est-ce que le matin, t'as pas la notion de t'as encore toute la journée à faire? T'as encore rien fait, la journée a pas commencé, t'as encore tout à faire». Alors que à la première récré, bah, t'as déjà fait la première partie de la journée. Tu sais, le midi, bah, t'as déjà fait la moitié. Puis l'après-midi, quand tu retournes dans la cour, tu sais, tu presque à la fin. Je me dis: «Est-ce qu'il y a pas cette notion-là?» C'est une hypothèse, hein. Je sais pas, mais ouais, je me souviens de me rappeler de l'immensité de que me paraissait la journée d'école, déjà à cet âge-là. Donc je me dis que la boule au ventre venait peut-être de là. Mais du coup, en dehors de ça, socialement parlant, ça allait bien. J'avais des amis, j'avais pas forcément de soucis. J'avais des bonnes notes en primaire. Au collège, pareil, de manière apparente, il y avait rien. Des crises d'angoisse qui se manifestaient quand même, surtout au collège. Au collège, elles ont commencé à monter en intensité et en fréquence. Il y a une période où je faisais minimum une crise d'angoisse par jour. C'était du grand minimum parce que ça pouvait monter à beaucoup plus. Donc c'était des crises de panique où j'avais des bouffées de chaleur, la nausée, parfois des vomissements. Je sentais que je perdais le contrôle, mais je connaissais pas la cause. Tu vois, j'essayais de chercher parce que bon, c'était quand même très handicapant, déjà là, pour ma vie quotidienne. Mais voilà, beaucoup d'anxiété, et puis bon, en sixième et cinquième, j'ai subi du harcèlement scolaire, dans le car. Donc comme je vivais en campagne, c'était un car scolaire qui venait nous chercher pour nous emmener à l'école et heu et j'ai subi du coup du harcèlement dans ce car-là pendant 2 ans. Mais enfin, autour de moi, on voyait pas forcément les signes parce que j'en ai pas parlé, mes notes ont pas bougé. Niveau comportement, j'ai pas essayé de le manifester, tu vois, d'une manière, en faisant par exemple plus le bazar en classe ou quoi, non. Je suis vraiment restée, comme avant et puis c'est après en seconde où là, à mon entrée en seconde, ça a explosé. J'étais plus capable de porter le poids. OK. Et juste, le harcèlement que tu as subi dans le bus, il était sous quelle forme? Alors, c'était de harcèlement physique et moral. Donc on me balançait des choses dessus, tu sais, on poussait mon siège, il y avait la fenêtre de mon car, au-dessus de moi qui était cassée et en fait, elle était juste posée et en fait, il s'amusait à taper sur la grande vitre qui était en dessous pour la faire trembler et me faire tomber la vitre dessus. Et puis c'était, bah, des insultes, des remarques, c'était mise à l'écart, et puis pareil, on avait des places attitrées dans le car, donc ils savaient très bien où était ma place, donc ils s'amusaient à mettre leur sac à ma place pour pas que je puisse m'asseoir. Enfin voilà, que des trucs comme ça pendant 2 ans, matin et soir. Donc c'était un peu, c'était usant. Il y avait un gros noyau de 3 et tout le monde en fait avait l'air de les suivre, d'être d'accord avec eux, d'être d'accord avec le fait de m'harceler et moi j'étais toute seule de mon côté. À cette époque, j'avais 11 12 ans. Eux, ils étaient plus grands, ils avaient 2 ans de plus que moi, il me semble, ou 1 an. Donc ouais, je me posais des questions, pourquoi ça m'arrivait à moi? Si autant de monde me faisait ça, c'est peut-être que je le méritais et du coup, j'ai commencé à rentrer dans une forme de honte et de peur face à ce que je vivais. Dans le sens où, je voulais pas en parler à mes parents ou à mes amis parce que j'avais peur qu'ils se disent: «Ah mais ils ont raison en fait de la harceler, elle le mérite, donc nous aussi on va le faire et on va se mettre à se comporter comme ça avec elle». D'accord. Donc du coup, tu as vécu ce moment de harcèlement. J'imagine que ça a dû bien faire diminuer aussi ton estime de toi. Il y avait plus rien. Ouais. C'était niveau estime, confiance, il y avait plus rien. Alors, je savais que ça me rendait triste et mal, envers moi-même, je le savais, mais
je me rendais pas compte de l'impact non plus que ça aurait sur le moi du futur. Mmh. Dans le sens où comme j'ai tout gardé pour moi, bah, forcément ça a laissé des traces et puis c'est un âge où tu te construis. Tu construis ta relation avec toi-même, tu construis ta relation avec les autres et du coup, bah, forcément, moi ça s'est un peu construit de manière bancale, quoi. Ouais, bah, je pense que, bah, déjà tu avais, une tendance aux angoisses, depuis toute petite, ce qui fait que déjà ça fragilise. L'adolescence, c'est comme une période, moi j'aime bien dire, où on reconstruit nos fondations. On reprend ce que les parents ils ont fait, puis on en refait quelque chose, mais forcément du coup c'est une période de vulnérabilité. Plus le harcèlement, j'imagine, il y a petit à petit plein de fissures qui ont commencé à se faire un peu partout à l'intérieur de toi et après, peut-être, lycée, gros changement ou je sais pas ce qui s'est passé ou juste changement de rythme et puis, bam, en fait, tu plus du tout, la résilience, la solidité, tout ça pour faire face à même un souffle de vent, en fait. C'est que tu avais été complètement fragilisé. Ah mais oui, mais de toute façon, l'élément déclencheur de ma phobie scolaire, il est mais ridicule. Quand tu vois les proportions que ça a pris et le tout petit élément déclencheur, enfin, il y a forcément tout ce que j'ai vécu derrière, en fait, il y a c'est la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mmh. Et c'était quoi cet élément déclencheur? Alors, bon déjà je me sentais pas bien dans ce lycée. Ça, dès la porte ouverte, il y avait quelque chose, je le sentais pas. Hem et puis, moi j'ai toujours été dans des petits établissements, de petites villes, tu vois, de campagne. On était peut-être 200-300 élèves. Là, j'étais dans un établissement où on était 1000. Déjà je me sentais pas à ma place, mais je me disais: «C'est pas grave, c'est le début, ça va aller». Donc au départ, j'avais quand même cette envie, tu vois, de réussir à m'adapter, de réussir à apprendre à connaître les autres, j'avais encore mon optimisme, même si c'était difficile pour moi. Il me semble que la rentrée, c'était le lundi probablement. Le mardi, c'était la rentrée des autres classes, donc on n'était pas en cours. Le mercredi, c'était une demi-journée, donc ça allait. Le jeudi, c'était une journée entière. Donc le jeudi, déjà, ça commençait à être un peu plus compliqué. Et puis le vendredi, c'était la journée d'intégration. On allait à la plage faire des activités par équipe, tu vois, pour qu'on apprenne à se connaître, une journée, tu vois, pour avoir une cohésion de groupe. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Je me suis vraiment sentie à l'écart dans mon groupe et alors je me souviens plus exactement ce que cette fille-là m'a dit, mais il y a une fille de mon groupe qui m'a dit quelque chose avec un ton très sec, très, dur. C'était pas quelque chose de mal, c'était un ordre, quelque chose que je devais faire pour une des activités, mais elle m'avait mal parlé et ça m'avait refroidi mais d'un coup et je me souviens, ça m'avait comme une grosse claque et toute la journée, j'étais mal. Je me sentais mal tout le reste de la journée. Pourtant, on était à la plage, hein, il y avait un petit soleil, on était tous ensemble, tu vois? Ça pouvait être chouette, mais là, je me sentais pas bien et c'est comme si j'avais eu le déclic de: «Ça va pas le faire. Ça va pas le faire». En plus, je sentais une trop grande différence avec les autres, dans le sens où, ils étaient très violents les uns avec les autres. Dans leur manière de se parler, dans leur manière d'interagir, ils étaient mais d'une violence, enfin, c'était moi, j'avais pas connu ça au collège. Donc là, ça faisait un choc énorme. Ils s'amusaient à se pousser, à se faire des croche-pieds, enfin, que des trucs comme ça et je suis rentrée chez moi et j'ai fondu en larmes et là, je savais que je voulais plus y retourner. Là, j'étais prise de panique et c'est comme si, tu vois, il y avait un bouton, urgence qui avait été appuyé dans ma tête et c'était en mode: «Tu dois sortir de là, par n'importe quel moyen. Là, c'est urgent». Et justement, cette urgence pour toi, il se cachait quoi comme danger, que tu percevais peut-être plus ou moins consciemment, Je pense que j'avais peur que le harcèlement recommence parce que je sentais des similitudes entre les personnes avec qui j'étais au lycée et les personnes qui m'avaient harcelée. Dans leur manière de se comporter, je pense que j'ai dû voir un reflet en fait de ce que j'avais vécu avant et ça m'a terrifiée et du coup, c'était la panique, quoi. J'ai passé un week-end horrible et le dimanche soir, j'étais tétanisée à l'idée de retourner à l'école le lundi matin. Que je me suis dit:
bah, je préfère prendre des médicaments pour me faire du mal et ne pas retourner à l'école que de retourner au lycée, quoi. À ce moment-là, dans ta tête, c'était quoi les options qui s'offraient à toi? Parce que, enfin, pour te faire un petit écho, moi, je me rappelle que plus jeune, j'avais je voyais pas beaucoup d'options et du coup, ça a renforcé, en fait, ce sentiment d'impasse qui est, terrifiant et donc je sais pas, toi, qu'est-ce que tu voyais comme, solution, comme option pour toi? Alors, il y avait la première option de faire le lycée, tu vois? Continuer le lycée normal pendant 3 ans. Cette option-là me paraissait mais impossible. C'était mais inconcevable. J'étais prise de panique. Deuxième option, changer de lycée pour aller dans un lycée qui me convenait mieux, mais qui aurait été en internat. Parce qu'en fait, il y avait d'autres lycées qui me plaisaient, mais qui étaient en internat et c'est pour ça que je les avais pas choisis. Inconcevable. Et puis, l'autre option que j'avais commencé à voir, c'était, le CNED, tu vois? L'école à la maison. Ça, j'étais déjà tombée dessus très vaguement, hein. J'en avais parlé à ma mère. Ça avait été catégorique, ça avait été non. Donc là, c'était tu vois, niveau scolairement parlant, il y avait plus d'options. Quitter l'école, c'était même pas dans mes options parce que j'avais 15 ans. J'étais déjà consciente, tu vois, que l'école était obligatoire jusqu'à 16 ans, donc je savais que c'était pas une option. Donc la seule chose, en fait, qui m'a paru être la «solution miracle» entre guillemets, la solution qu'il me fallait, c'était, le suicide. C'était ça. Il y avait que ça. Parce que cette solution-là est entre guillemets, elle allait régler mon problème super rapidement. Parce que, je sais même pas si j'ai pensé à un suivi psychologique. Je sais même pas si ça m'a effleuré l'esprit. Mais même ça, à ce moment-là, je pense que je me serais dit: «Non, ça va prendre trop de temps». Parce qu'un suivi, bah, c'est un travail qui prend du temps, qui se fait sur la durée. Et là, j'étais dans l'urgence. J'avais besoin d'une solution d'urgence. Ouais, tu étais dans l'extrême douleur, dans et du coup, fallait répondre au Ah oui, la solution, il fallait qu'elle arrive maintenant et s'il fallait une réponse, directe. Donc c'est l'option que j'ai choisie, de quoi? Le suicide? le suicide. Ouais, OK. Enfin, la tentative de suicide que je suis toujours là, mais je ne vous parle pas de l'au-delà, mais Mais donc ça veut dire que là, il s'est passé en termes de temporalité, il s'est passé combien de temps entre la rentrée où il y a eu cet espace et puis, le moment où tu t'es dit: «Bon, bah, OK, il me reste plus que ça, je vais faire le suicide»? Ah ouais! Et à ton avis, tu aurais eu besoin de quoi à ce moment-là, justement, à ce moment-là? Enfin, je te parle pas forcément, du suicide, mais juste avant, tu vois, alors, je pense que ça se serait joué du côté de mes parents parce que c'est enfin, du côté de ma maman, parce que c'est à elle que je me suis confiée. Ma mère n'était pas du tout informée, là-dessus, sur la phobie scolaire, donc je lui en veux pas de sa réaction. J'ai toujours été une bonne élève, ça s'est toujours bien passé pour moi. Là, je changeais de lycée, enfin, c'est naturel, tu vois, de penser que c'est, l'adaptation et que c'est rien de plus, quoi. Enfin, elle était à milieu de penser que c'était à ce point-là que je me sentais mal. Mais ce que j'aurais eu besoin, c'est de savoir toutes les options qui existent, que ce soit scolairement parlant. Alors certes, le lycée en présentiel, c'est une très bonne option quand on peut, hein. Parce que tu as le côté social, tu as les profs en direct, tu apprends mieux comme ça. Enfin, c'est une très bonne option. Dans mon cas à moi, ça ne l'était plus. Et également, je pense avoir plus d'informations sur la santé mentale. Parce que ça faisait déjà pas mal de temps que j'étais atteinte d'anxiété, que je savais pas trop ce que c'était. J'avais le mot crise d'angoisse, hein, mais comprendre tout ce qu'il y avait autour, comprendre l'importance de la santé mentale. Je sais même pas si j'avais conscience de ce qu'était la santé mentale et de comprendre l'importance d'aller voir des professionnels qui peuvent t'aider, ça m'aurait été d'une utilité mais énorme. Ça, je l'ai découvert qu'en études supérieures. Parce que pendant ma phobie scolaire, j'ai rencontré que des professionnels de santé qui m'ont enfoncée, qui étaient pas du tout adaptés à moi, enfin ça a été une catastrophe. C'est qu'en études supérieures où j'ai découvert tout ce qui existait. Tu vois, par exemple, si aujourd'hui je me sens en détresse et que j'ai des pensées noires, ça peut toujours arriver. C'est pas quelque chose qu'on contrôle. Par contre, de passer à l'acte, je suis capable de le contrôler. attends. C'est hyper intéressant ce que tu as dit. C'est
Les idées noires, j'ai pas forcément de contrôle dessus. Par contre, passer à l'acte, là, j'ai un contrôle là-dessus. Waouh! Parfois, c'est une punchline ça. Avant, je l'avais pas. Maintenant, je l'ai parce que je comprends que j'ai pas envie de mourir, j'ai envie de vivre. J'ai plein de rêves, j'ai plein d'objectifs, j'ai envie de vivre. C'est juste la douleur que je peux ressentir parfois et aujourd'hui, j'ai la chance de savoir que si je me sens comme ça, je peux aller aux urgences psychiatriques et que tout de suite, je vais être prise en charge et que je vais rencontrer une psychiatre rapidement et qu'on va pouvoir échanger et que ça va me calmer. Je le sais parce que ça m'est déjà arrivé et maintenant je sais que cette solution existe en cas d'extrême urgence. Et ça, je pense que j'aurais aimé le savoir. Donc tu aurais aimé avoir plusieurs, options, au niveau scolaire, de l'écoute, plusieurs options aussi au niveau du traitement, une sorte de connaissance aussi vis-à-vis de la santé mentale et des mécanismes et cetera. Tu parlais de, thérapeutes que tu as rencontrés, enfin, avant et après. C'était quoi la différence entre les 2 qui fait que avant tu t'es sentie enfoncée et après, en fait, tu t'es sentie soutenue par ces thérapeutes? Bah, du coup, avant, les thérapeutes que j'ai rencontrés, c'était, des pédopsychiatres. Bien évidemment en études sup, ce n'était plus ça puisque je n'étais plus une enfant. Alors, est-ce que c'est venu du fait qu'ils ne m'ont pas écoutée? Ouais, ils m'ont pas écoutée. Parce que la première que j'ai rencontrée, bah, c'était au CHU de Nantes, quand j'ai été hospitalisée pour ma tentative de suicide. Bien évidemment, pour tentative de suicide, on m'a amenée voir une pédopsychiatre. Je lui ai parlé de l'école. Je lui ai tout de suite dit, fait comprendre que c'était ça le problème. Je savais que c'était ça qui me tétanisait. Donc je lui ai dit clairement. Elle n'a jamais voulu m'écouter là-dessus. Elle était focus sur mon poids. Elle me disait: «Mais t'as pas des problèmes, de poids, de nourriture? Tu serais pas anorexique?» «Moi, je pense que tu es anorexique» et elle était centrée là-dessus. Pas moyen de en fait, de lui parler de la chose dont j'avais besoin de parler, qui était l'école. Et puis je me souviens aussi et ça, ils ont été deux trois à me faire le coup, j'ai 14 et 12 ans d'écart avec mes frères et ils ont été plusieurs à me dire: «Mais, vous avez les mêmes parents? Mais, vos parents se sont séparés et remis ensemble? Ah, tu un accident? Non, tu étais voulu? OK». Ils ont été plusieurs à me faire le coup à quelques mois d'affilée et je m'étais jamais posé la question, tu vois? Et à un moment, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, je suis un accident». Pas du tout, mais c'est eux qui m'ont mis cette idée en tête. Enfin, c'était comme l'idée d'être anorexique, hein. Je me suis posé la question à la sortie de l'hôpital: «Mais si cette professionnelle-là, elle est si sûre d'elle que je suis anorexique, c'est que je dois l'être. C'est elle la professionnelle, c'est pas moi. Ça se trouve, je le suis sans m'en rendre compte». C'est là où j'ai commencé à être obsédée à manger beaucoup parce que justement, je voulais prendre du poids pour pas qu'on me dise que j'étais anorexique. Donc ils t'ont rajouté des problèmes que tu avais pas. C'est là, en fait, où j'ai commencé à avoir un engrenage négatif avec la nourriture alors que jamais je m'étais posé la question. Donc ça veut dire que le fait qu'à un moment donné, une professionnelle qui représente une certaine forme d'autorité, de connaissance, de savoir, de confiance, elle ait insinué que peut-être, enfin que ton problème c'était en lien avec, l'anorexie. Du coup, toi, ça t'a créé finalement après des comportements avec la nourriture que tu aurais jamais eu sinon, en fait? Ah bah oui. Alors ça a pas duré longtemps, parce que du coup, je pense qu'ils étaient pas fondés, tu vois? Oui. Alors ça a pas duré longtemps, parce que du coup, je pense qu'ils étaient pas fondés, tu vois? Mais pendant quelques mois, j'étais obsédée par prendre du poids, quoi. Je me forçais à manger jusqu'à avoir envie de vomir à la fin des repas, parce que je me disais: «Il faut que je prenne du poids». Et il y en a une autre, alors celle-là, je m'en souviens, c'était une, psychiatre, pédopsychiatre aussi, d'un CMP et elle était avec sa stagiaire. Donc j'en avais 2 en face de moi. Donc j'allais pas du tout bien à ce moment-là, hein, je pense, hein, que j'étais dans une dépression et on parlait, elle me posait des questions, tu vois, pour connaître un peu le contexte global de ma vie et là arrive la question donc elle aussi a insinué que j'étais un accident et elle m'a posé la question, «Est-ce que tu as un copain?» J'avais 15 ans à l'époque. «Est-ce que tu as un copain?» Je lui dis: «Non». Elle fait et là, elle me regarde bizarrement en mode: «Ah bon? Tu as pas de copain? Mais tu en as déjà eu un?» Non» et là, elle regarde sa stagiaire en mode: «Tu as jamais eu de copain? Mais pourquoi tu as jamais eu de copain?»
Et là, j'étais en mode: «Bah, je sais pas». Et là, je me suis dit: «Mais c'est vrai, pourquoi j'ai jamais eu de copain? Qu'est-ce qui va pas chez moi?» Et j'avais 15 ans et ça m'a profondément marquée et blessée parce que je me dis: «Mais alors attends, je suis en phobie scolaire, je suis en accident, je suis anorexique, j'ai pas de copain, j'ai quand même beaucoup de problèmes moi là». Heureusement qu'on en rit aujourd'hui parce que franchement, j'imagine même pas dans quel état tu devais être à l'époque, après tout ça, quoi. Je savais pas comment j'allais m'en sortir. J'avais envie de m'en sortir parce que j'avais des rêves, des envies pour plus tard et heureusement que j'avais ça parce que sinon je sais pas comment j'aurais tenu. J'arrivais pas à m'imaginer comment j'allais me sortir de cette situation. Il y avait trop en fait à gérer parce que je voyais une montagne de problèmes et puis du coup après ça m'amenait de l'anxiété parce que, bah, j'ai pas construit mon adolescence comme, tous les autres adolescents et du coup j'ai commencé à voir mes amies, elles, bah, connaître leurs premiers amours et tout ça. Et moi, j'avais déjà cette peur-là dès 15 ans parce qu'elle me l'avait mis en tête. Du coup, ça augmentait mon anxiété encore plus de voir mes amis vivre leur vie, tu vois, normalement. Et donc justement, comment tu t'es sentie sortie de cet enfer, à cette époque-là? Comment tu as fait pour, reprendre, pied et puis, aller et dépasser tout ça? Bah, déjà, j'ai arrêté d'aller voir, ces professionnels de santé. Très vite, j'ai dit à ma mère: «Stop, là, je ne veux plus les voir». J'avais conscience j'avais toujours envie qu'on m'aide. À l'époque, les délais étaient déjà très longs pour avoir des rendez-vous. C'était, il me semble, 1 ou 2 mois. Moi, je pouvais pas attendre 1 ou 2 mois sans voir personne. J'étais en urgence, hein. Donc j'avais des rendez-vous avec une infirmière, notamment et je me sentais tellement comprise et écoutée et elle, ça me faisait du bien. Juste, elle essayait pas d'analyser, juste c'était une discussion et elle m'écoutait et c'était la première personne, tu vois, à m'avoir écoutée et à pas m'avoir ajouté de problème et elle, je l'adorais et j'ai pas pu continuer les suivis parce que de mémoire, en fait, elle, c'était juste une solution genre de dernière minute juste pour, dire, tu un petit suivi quelque part, mais c'est pas du tout, sur le long terme. Même si j'avais vraiment accroché avec elle et qu'elle m'apportait énormément. Pareil, j'ai pu voir une, sophrologue. Elle, elle me faisait travailler au niveau respiration, hein, mais on a aussi beaucoup discuté et elle s'est également beaucoup renseignée sur la phobie scolaire. Elle s'est acheté des livres, elle a lu ces livres pour, en fait, comprendre ce que je vivais et ça m'a tellement aidée parce que, bah, elle comprenait. Enfin, ouais, elle comprenait ce que je vivais et elle essayait pas de me dire: «Il faut que tu te forces à retourner à l'école», enfin, juste elle me rassurait énormément. Donc j'ai gardé contact avec cette sophrologue pendant un moment quand même. Donc j'avais toujours ce petit suivi-là pour essayer de gérer mes émotions et mon anxiété. Mais sinon au niveau, travail de fond sur moi-même, j'avais rien. J'avais rien du tout. Et puis, au niveau scolaire, j'ai été inscrite au CNED assez rapidement finalement. Parce que comme j'étais incapable de retourner à l'école et que j'avais très peur de redoubler, mes parents ont fini par accepter de m'inscrire au CNED où j'ai fait mes 3 années et ça m'a fait beaucoup de bien, tu vois, de pouvoir au moins avoir le côté scolaire qui va. Parce que j'avais des à peu près bonnes notes, moins bonnes notes que j'avais en présentiel, mais quand même j'avais des bonnes notes. Donc j'avais pas le côté scolaire qui menaçait de se casser la gueule aussi, donc de ce côté-là, ça allait mieux. Et tu as réussi, malgré tout ce que tu vivais, à t'impliquer, dans tes cours du CNED? Je me réfugiais dedans parce que je faisais quand même du 8h-23h sur mes cours du CNED. Mais j'étais matrixée par ça. C'était j'avais pas de week-end, je me prenais pas de vacances, je faisais que ça. Alors déjà, j'ai commencé le CNED en décembre, donc j'avais quand même des semaines, des mois de retard. Donc dans ma tête, j'étais en mode: «Il faut que je speed» et puis après, en fait, je pense que c'était ma bulle de sécurité, quoi. Je me souviens que j'étais fatiguée, j'en avais marre de travailler autant, mais en même temps, bah, je pense que ça m'empêchait de penser à beaucoup de choses. Ça m'occupait. Parce que j'avais plus le côté social, je voyais pratiquement plus mes amis, j'étais seule et je savais à quel point c'était un investissement qui était quand même important. Enfin, tu vois, c'était le côté scolaire donc ça allait toujours me servir. Je savais que c'était pas du temps perdu,
Donc c'est pour ça que je pense que ça me gênait pas non plus tant que ça d'investir autant de temps là-dedans. Mais c'était quand même très fatigant et j'ai fait ça, ouais, pendant les 3 années où je travaillais, tout le temps, au moins j'étais autonome. Ouais, déjà, ça fait. Ça, j'ai développé une autonomie, alors j'ai toujours été autonome, hein, mais avec le CNED, ça m'a vraiment renforcé mon autonomie et renforcé aussi, je pense, ma capacité de travail. Et je rebondis sur le mot capacité. Enfin, tu disais que tu avais perdu certaines capacités un peu basiques, genre aller faire des courses et ensuite, bah, j'imagine qu'aujourd'hui, tu les as récupérées, vu que mais du coup, selon toi, comment tu les as perdues? Et ensuite, comment tu les as retrouvées? Très vite, parce qu'en fait, très vite, j'ai ressenti un sentiment de honte face à ma phobie scolaire. Donc très vite, j'avais honte de plus aller à l'école, parce qu'on me l'a fait comprendre aussi, que ce soit dans mon entourage. Alors je parle pas de mon entourage proche, du style, famille, mes parents et mes frères. Je parle pas d'eux, je parle de plus large et également, de certaines de mes anciennes amies qui me faisaient clairement comprendre que je devais avoir honte, que je faisais pas d'efforts pour aller à l'école. Tout ça, ça a fait que j'avais honte de moi, honte de ma situation et bah, quand tu vas faire les courses, forcément, tu croises des gens que tu connais. Que ce soit des anciens élèves avec qui j'étais, des parents d'anciens élèves avec qui j'étais. Donc bah, tu sais, quand tu arrives au lycée, que tu recroises ces personnes-là dans ta petite ville d'enfance, ils te demandent: «Oh, mais alors, t'es dans quel lycée toi? Tu fais quoi maintenant?» Et en fait, je pense que au niveau des courses, c'était la peur de croiser des gens que je connaissais et de devoir faire face à la honte que j'avais de ce que j'étais devenue. Donc c'était ça et comment je l'ai surmonté après? C'est venu avec le temps quand j'ai reconstruit ma confiance en moi et que j'ai compris en fait que c'était pas une honte, que c'était pas de ma faute, que c'est pour ça que je préfère en parler comme une maladie, parce que sinon les gens ont trop tendance à se dire: «Mais tu peux te bouger, tu peux faire des efforts», alors que quand on parle de maladie, les gens ont plus conscience de bah, ouais, tu peux vouloir mais ne pas pouvoir. Ils ont plus conscience de cette notion que qui malheureusement est très présente, dans la phobie scolaire, la phobie sociale, la dépression aussi. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a aidé à reconstruire ta confiance en toi? Mais attends, je fais une petite pause juste avant ça. Peut-être que l'intensité à laquelle tu travaillais, elle était proportionnelle aussi à l'intensité de la honte que tu expérimentais en ne réussissant pas à enfin, je sais pas, ça me fait penser à ça. Ouais, ouais, totalement. Ça peut avoir un lien ou alors aussi l'intensité avec laquelle je souffrais, tu vois? Pour me dire, «Vas-y, plus tu travailles, plus tu vas te sortir de là». Je sais pas, mais comment j'ai reconstruit ma confiance en moi? Beh je pense que le CNED, ça a quand même aidé parce que je le savais que c'était pas facile. Je le savais que c'était pas fait pour tout le monde. J'arrivais quand même à m'en sortir au niveau des notes Mmh. et les gens me disaient: «Ouais, tu y arriveras jamais au CNED, tu auras jamais ton bac au CNED». Et de voir que j'avais des bonnes notes déjà, je me disais: «Mais je suis capable de ça. Ça se trouve, vous, à ma place, vous auriez pas réussi». Alors je pense que ma maman m'a énormément aidée aussi parce que je pense que c'est elle qui a essayé de m'orienter sur ce prisme de sur cette vision en mode: «Mais tout le monde ne serait pas capable de faire ça», enfin, parce que puis en plus, je suis quelqu'un qui a très souvent la tête dans le guidon et qui va pas prendre de la hauteur. Et du coup, qui va pas forcément réaliser tout le parcours et tout ce que je fais. J'ai souvent tendance à l'oublier pour me concentrer sur tous les trucs que j'ai pas fait. Et je pense que c'est comme ça, petit à petit, que j'ai recommencé à prendre confiance en moi. Et puis après, ça s'est fait aussi avec l'entrée en études sup. Tu vois? À retrouver, les autres, des personnes qui étaient bienveillantes avec moi. Et puis après, il y a Passiflora, ça qui a fait exploser ma confiance en moi, mais ça, c'est du coup un projet plus à part. Et c'est pour ça que je le décris comme un projet qui m'aide à guérir aussi, parce qu'il m'a énormément fait évoluer. Et justement, vu qu'il nous reste pas beaucoup de temps, ça va être l'occasion de faire la transition sur Passiflora, donc c'est un peu une manière de transmuter tout ce que tu as vécu. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, peut-être, la genèse du projet et puis aussi, les projets d'avenir et comment toi ça t'a nourri dans justement dans cette confiance et tout ça? Ouais, ouais.
Hem, Passiflora est né 1 an après, mon retour, à une vie normale, je dirais. Tu vois? Donc au début de ma deuxième année d'études supérieures. Attends, qu'est-ce que tu qualifies d'une année normale? Une année où, tu vois, j'étais retournée, en présentiel pour les cours, où je vivais, enfin, où je sortais avec mes amis, où, tu vois, où j'étais plus, la petite fille, cloisonnée dans sa chambre, tu vois? Je revivais comme une personne de mon âge. Mais je gardais toujours en tête mon expérience avec la phobie scolaire parce que bon, bah, forcément, ça m'a vraiment marquée, j'en ai vraiment souffert, que ce soit de la manière dont les gens m'ont vue. Et également, bah, je continuais de voir des témoignages de gens qui le vivaient toujours aujourd'hui et qui s'en sortaient pas. Donc ça m'a donné, en fait, envie de faire quelque chose pour la phobie scolaire et en même temps, à l'école, on nous avait présenté, un programme qui s'appelle Les Entrep, qui est un programme, qui permet aux 18-30 ans de découvrir l'entrepreneuriat en 5 mois, il me semble. Donc en fait, tu montes un projet fictif de base pour pouvoir un peu découvrir, à travers des cours tous les jeudis soirs, par exemple sur, comment acquérir des clients, comment construire un business model, les aspects juridiques. Tu vois, toutes les 1 clés à avoir pour connaître, l'entrepreneuriat. Donc moi, ce truc-là, ça me tentait vraiment et il nous fallait un projet et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait: «Eh mais attendez, on n'a qu'à faire un projet sur la phobie scolaire» et puis c'est là où est né, Passiflora, qui de base était totalement fictif, hein. Et puis au final, bah, j'ai adoré l'entrepreneuriat et puis aussi à m'entretenir avec des parents, des enfants qui sont encore touchés par la phobie scolaire. Bah, je me suis rendu compte qu'il y avait encore énormément de choses à faire, qu'il y avait encore énormément de personnes qui souffraient et qu'on ne pouvait pas laisser cette situation-là comme ça et qu'il fallait agir. Et puis à la fin des entrep, il y avait un concours, qu'on avait gagné et du coup ça m'a vraiment poussée à me dire, «Vas-y, je continue». Et puis ça m'avait donné des opportunités aussi que jamais j'avais eues auparavant, de parler devant un très grand nombre de personnes avec un micro. Enfin moi, tu sais, qui est super réservée, assez timide, beh, qui avait pas confiance en moi, c'était des choses qui étaient super compliquées. Enfin mes premiers pitchs avec Passiflora, mais je tremblais comme ça, j'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes parce que j'avais peur et en fait, petit à petit, en m'exerçant, prendre la parole en public, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours cru que j'arriverais pas à faire. Que j'ai toujours su que j'avais du mal et en fait, de me voir réussir ça, ça m'a aussi donné un exemple d'à quel point je sous-estimais mes capacités. En mode, à chaque fois que j'ai peur de faire quelque chose, je me dis: «Mais Pauline, tu as déjà fait tellement que maintenant, juste je me pose même plus la question de si je suis capable de le faire ou pas, juste j'essaie et puis, ça passe ou ça casse, hein». Mais c'est vraiment Passiflora qui a fait exploser ma confiance en moi parce que, beh, ce projet m'a mis dans des situations, m'a fait sortir de ma zone de confort et j'ai vu que je m'en étais toujours sortie. Donc forcément, en fait, à force d'accumuler ces expériences positives, bah, tu finis par te sentir, mieux, tu vois? Avec toi-même et de savoir que tu es capable de faire ces choses-là et que tu as de la valeur aussi. C'est excellent, je trouve, comme, exemple parce que finalement, enfin, il y a quand même eu à un moment donné une forme de peur de l'autre et cetera dans tout ton parcours et de réussir à te mettre vulnérable devant un grand public, comme quoi ça démontre bien que, bah, déjà il y a toujours une fin, ça c'est un truc à répéter, avec les parents, les enfants, c'est chouette. Je veux vraiment respecter le temps que tu m'as dit. Passiflora, en quelques mots, les prochains projets, c'est quoi? Alors Passiflora, à l'heure actuelle, je suis surtout présente sur les réseaux sociaux pour parler de la phobie scolaire, donc créer des contenus autour de ça. Donc que ce soit pour informer, donner des conseils, parler de ma propre expérience, partager des témoignages d'autres personnes, que ce soit des élèves ou des parents, parce que c'est aussi intéressant d'entendre le côté parent. Et puis, dans le futur, c'est également créer plein de petits projets autour de la phobie scolaire, que ce soit des événements en ligne, comme j'ai pu faire il y a 1 semaine, un événement sur l'après-phobie scolaire en visio avec des parents. Ou alors mon plus gros projet, mon plus gros objectif, avec Passiflora, c'est de créer une application disponible d'abord, en France,
pour accompagner justement ces jeunes et ces parents, à travers la phobie scolaire. Donc qu'ils aient un soutien en fait dans leur poche, avec des contenus co-créés avec des professionnels de santé. Ça c'est super important. Je travaille déjà avec 15 professionnels de santé, donc pour répondre à toutes leurs questions. Une sorte de grosse FAQ où voilà, les moindres questions qu'ils pourront se poser, ils auront la réponse. Et puis aussi travailler sur des sujets clés, pendant la phobie scolaire, donc que ce soit la confiance en soi, la gestion des émotions, la gestion du stress, enfin toutes ces choses qui sont super importantes pour en fait, se donner les outils pour avancer, face à la phobie scolaire. C'est génial, en fait, finalement, tu reconstruis ce dont tu aurais eu besoin, à cette époque-là, enfin, tu tous les éléments que tu abordes, finalement, c'est ce que tu as dit juste avant, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a un petit voilà, pour, wrap up un peu le tout là, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Par exemple, si tu recroisais la Pauline, de quand tu avais, 15-16 ans et cetera, que tu la voyais, enfin dans sa difficulté, qu'est-ce que tu lui dirais? Waouh! J'ai jamais pensé à ça. Qu'est-ce que je lui dirais? Je pense que je lui dirais d'avoir confiance en l'avenir et en le temps qui passe. Le temps fait beaucoup de choses, guérit quand même, pas mal de choses et que rien n'est insurmontable. Alors certes, il y a des choses qui sur le moment te paraissent, des montagnes, hein, mais tout ira bien et tout rentrera dans l'ordre en fait. Rien n'est jamais irréversible. Enfin, là, ma phobie scolaire, moi, j'avais vraiment l'impression qu'elle était irréversible, que ça allait impacter ma vie professionnelle, ma vie scolaire, donc toute ma vie en fait après. Et finalement pas du tout. C'est pas parce que j'ai été au CNED, tout le lycée que j'ai pas pu faire d'études supérieures. Enfin, c'est ce genre de choses que j'avais en tête, quand j'avais 15 ans et juste de me faire comprendre que c'est OK. Tout va bien et ça ira bien. Et je me le dis à la moi d'aujourd'hui aussi parce que sur des situations, je me dis: «Ah, je vais pas y arriver». Et je me rappelle: «Mais non, regarde tout le parcours que tu as fait» et à chaque fois, tu as les mêmes sentiments, les mêmes tu ressens les mêmes choses comme quoi tu vas pas y arriver, tu vas pas et tu as toujours réussi, pourquoi cette fois ce serait différent? Genre juste continue et ça passera. C'est ce que je me dis encore aujourd'hui puisque il y a toujours des situations forcément où, tu une montée d'anxiété ou des jours où ça va pas, normal, c'est la vie. Qu'est-ce que tu penses que tu réussis aujourd'hui, qui elle n'aurait pas cette forme si tu étais pas passé par la phobie scolaire? Ma vie professionnelle, jamais j'en serais là, tu vois, au niveau des études, au niveau des opportunités que je m'ouvre avec Passiflora, jamais j'en serais là. Je serais pas aussi confiante et aussi ambitieuse aujourd'hui si j'avais pas été en phobie scolaire. Magnifique. L'autre jour, j'ai lu dans un livre: «Notre passé, il peut être soit, l'encre qui nous tire en arrière, soit le vent dans nos voiles». Je trouve ça sympa. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour tous ces partages, pour toute ton authenticité et puis pour ton parcours aussi, c'est génial. Merci à toi. Et de toute façon, on risque de rester en contact vu qu'on travaille sur la même chose et tout et puis moi, ton app, quand elle sera prête, je serai hyper contente de pouvoir, faire un relais en Suisse, donc trop bien. De ouais, avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invitée sur ton podcast, ça me fait plaisir. Avec plaisir. Allez, belle journée.